Je m'appelle Amélie. J'ai 25 ans maintenant. Mais la nuit où ma vie s'est scindée en deux, j'en avais 17. J'étais assise au bout de notre table de salle à manger en chêne poli, essayant de me faire aussi petite et silencieuse que la fourchette supplémentaire que personne n'utilisait. Ma mère avait décidé d'organiser ce qu'elle appelait un « dîner de célébration d'étape », parce que l'entreprise de mon père venait d'atteindre un certain objectif de revenus et que mon frère cadet avait été admis dans une école privée coûteuse. J'avais été accepté dans une université d'État avec une bourse partielle, mais cela ne méritait pas de bannière au-dessus de la cheminée, alors ma nouvelle restait pliée dans ma poche comme un secret que personne n'avait demandé. La maison bourdonnait d'adultes en vêtements de marque, tenant de grands verres, parlant d'investissement et de vacances. Mon travail consistait à resservir le vin et à ramasser les assiettes. Maman se déplaçait dans la pièce comme une hôtesse dans une publicité embrassant les joues, riant trop fort, toujours à une plaisanterie de la méchanceté. Elle n'était pas encore ivre, mais j'en connaissais les signes, la façon dont sa main restait un temps trop long sur le bras de quelqu'un, la façon dont son sourire s'aiguisait sur les bords. Papa vérifiait sans cesse son téléphone pour voir s'il y avait des courriels de félicitations, riant un peu trop fort à chaque compliment. Il mettait en scène leur succès, et j'étais l'erreur d'impression dans la brochure. Au milieu du dessert, maman a fait teinter son verre pour attirer l'attention. La pièce s'est tue. Les appareils photos sont sortis, tout le monde s'attendant à un autre discours sur la force avec laquelle ils avaient travaillé pour construire cette vie. Elle se tenait derrière ma chaise, les doigts posés sur mes épaules comme des griffes déguisées en câlin. « Je dois juste vous montrer à tous notre fierté et notre joie », a-t-elle annoncé. Mon estomac s'est serré. « Voici », a-t-elle dit, en me secouant un peu, « notre fille. » Elle a marqué une pause, laissant l'anticipation monter, les yeux brillants. Notre erreur familiale. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis quelqu'un a ricané. Puis le rire a déferlé sur la table comme une vague. Les téléphones se sont levés plus haut. Un flash a crépité. Mon père a pointé sa fourchette vers moi et a ajouté « Elle est le 1% que nous aimerions pouvoir déduire de nos impôts ». D'autres rires ont suivi. Quelqu'un a même essuyé des larmes de ses yeux tellement il était drôle de traiter une adolescente d'erreur dans sa propre maison. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles plus fort que les plaisanteries. J'ai fixé la nappe, l'auréole de vin rouge que quelqu'un avait laissé près de mon assiette, et j'ai réalisé que ce n'était pas nouveau. C'était juste la première fois qu'il le disait si clairement devant un public. Tous les que ferions-nous sans notre petit accident? Et nous ne t'avions pas prévu, mais te voilà. La façon dont les amis de la famille penchaient la tête et demandaient « Alors, quel est ton projet, Amélie ?» Comme si tout ce que je disais allait être une chute de plaisanterie. Il s'était entraîné pour ce moment depuis des années. J'ai reculé ma chaise. Les pieds ont raclé le parquet, coupant court au rire. Les doigts de maman se sont serrés sur mes épaules. « Oh, allons-y, Amé. Ne sois pas si sensible. » « C'est une blague, » a-t-elle dit, sa voix suintant une fausse inquiétude. Papa a souri narquoisement au-dessus du bord de son verre. « Tu sais que nous t'aimons, » a-t-il ajouté, comme si l'amour et l'humiliation publique pouvaient partager la même phrase. Je me suis levé quand même. « Je ne ris pas, » ai-je dit, ma voix ferme d'une manière qui m'a surprise moi-même. Quelques invités ont bougé inconfortablement, mais personne n'a rien dit. Je suis sorti de la salle à manger, j'ai monté les escaliers, passant devant des photos encadrées où j'étais toujours légèrement flou, et je suis entré dans ma chambre qui ne m'avait jamais vraiment appartenu. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai bougé rapidement et mécaniquement, sac à dos, quelques chemises, jeans, sous-vêtements, mon carnet de croquis, et les 39 € que j'avais cachés dans une boîte à chaussures pour un jour. Apparemment, ce jour-là, c'était ce soir. Quand je suis redescendu, le bruit avait repris. L'histoire était déjà racontée à nouveau, ma blessure transformée en c'est une telle reine du drame. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte. Les conversations ont faibli, les regards se sont tournés. Je me suis approché de la table, j'ai posé la clé de la maison à côté de la bouteille de vin coûteuse dont maman se vantait, et je les ai regardés droit dans les yeux. Vous allez regretter d'avoir dit cela à haute voix, ai-je dit. Pas de cris, pas de larmes, juste une promesse. Le visage de maman s'est tordu d'agacement, pas de peur. Ne sois pas ridicule. Où penses-tu aller? Papa a ricané. Tu vas te calmer et tu seras de retour demain matin, a-t-il dit, me congédiant déjà, tendant déjà la main vers la corbeille à pain. Je me suis détourné, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai pénétré dans la nuit humide avec un sac à dos,
39 € et une étiquette que je refusais de porter une minute de plus. Je ne savais pas où j'allais, seulement que j'en avais fini d'être la blague qui maintenait la cohésion de leur histoire parfaite. 8 ans plus tard, quand ils étaient fauchés, désespérés et se tenaient sur le pas de ma porte avec des yeux rouges et des mains tremblantes, je me suis souvenu de chaque seconde de cette marche dans l'obscurité, et je les ai obligés à s'en souvenir aussi. À l'époque, ils riaient alors que la porte se refermait derrière moi. Ils n'avaient aucune idée que c'était la nuit où leur vie dorée commençait à se fissurer. La gare routière sentait le café brûlé et l'eau de Javel, mais pour moi, elle sentait la liberté. J'ai acheté le billet le plus lointain que mes 39 € pouvaient payer, Marseille, aller simple, sans projet. L'employé n'a pas regardé à deux fois l'adolescente avec son sac à dos trop rempli. Pendant le trajet de nuit, les lumières vacillaient. Quelqu'un ronflait derrière moi, et mon téléphone s'illuminait de messages. Maman, redescends et arrête de nous embarrasser. Papa, nous parlerons demain matin. Ne fais rien de stupide. Quelques parents ajoutaient, ils ne le pensaient pas. Et tu sais comment tes parents plaisantent. Pas une seule personne n'a demandé si j'allais bien. J'ai éteint le téléphone et j'ai pressé mon front contre la vitre, regardant l'obscurité défiler et me demandant ce que j'étais exactement maintenant que je n'étais plus disposé à être leur erreur. Au moment où le bus est entré dans Marseille, mon argent se résumait à quelques billets et des pièces de monnaie. La ville m'a frappé d'un coup, une chaleur comme une couverture humide, des klaxons, des voix et de la musique s'échappant des portes ouvertes. C'était le chaos, mais c'était un chaos honnête. Personne ici ne se souciait de qui étaient mes parents. J'ai trouvé l'auberge de jeunesse la moins chère avec une place libre, j'ai payé pour 3 nuits et je me suis allongé sur le lit du haut, fixant le ventilateur de plafond qui vacillait au-dessus de moi. J'avais 72 heures pour trouver comment ne pas couler. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'à ce que j'aie des ampoules aux pieds, suivant les panneaux on embauche. La plupart des endroits secouaient la tête. Nous avons besoin de quelqu'un d'expérience. Nous n'embauchons pas de mineurs. Revenez avec un curriculum vitae. En fin d'après-midi, la faim me tenaillait l'estomac et ma fierté était à bout de souffle. J'ai poussé la porte d'un petit restaurant de quartier, plus par désespoir que par espoir. À l'intérieur, il y avait des banquettes rouges craquelées, des tabourets en chrome et l'odeur de l'huile de friture. Un garçon d'environ mon âge est passé devant moi, portant 3 assiettes, criant les commandes. Derrière le comptoir, une femme d'une 50aine d'années aux yeux fatigués encaissait les clients. Je me suis approché, je me suis raclé la gorge et j'ai dit, « Est-ce que vous embauchez ?» Elle m'a dévisagé, remarquant mes baskets bon marché et la façon dont je vacillais d'épuisement. « Tu as déjà servi des tables ?»« Non, ai-je admis. Mais j'apprends vite. J'ai besoin de travail. Je prendrai toutes les gardes que vous avez. » Le garçon avec les assiettes a jeté un coup d'œil, a souri narquoisement et a dit, « Elle a cette énergie de pas de plan de secours. C'est utile. » La femme a ricané. Nous payons le salaire minimum plus les pourboires. Ce n'est pas glamour. La gare routière non plus, ai-je dit. Pour la première fois en 24 heures, quelqu'un riait avec moi, et non de moi. Elle m'a lancé un tablier. Je m'appelle Martine. Commence par débarrasser les tables. Si tu survives au coup de feu de midi, on discutera. J'ai survécu. J'ai renversé un soda, confondu 2 commandes et j'ai failli pleurer lorsqu'un client a claqué des doigts vers moi. Mais j'ai aussi ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti chez moi, chaque assiette que je portais avait de l'importance. Mon effort se traduisait par de l'argent liquide que je pouvais plier dans ma poche, et non par une idée vague de fierté familiale. Le garçon aux assiettes s'est présenté pendant une accalmie. « Je m'appelle Lucas », a-t-il dit. « Alors, de quoi t'es-tu enfui ?» La question était si directe que j'ai failli lâcher le plateau. Qui a dit que je m'étais enfui? Il a haussé un sourcil. Tu bouges comme quelqu'un qui a peur que rester immobile ne la fasse tuer. Je n'ai pas répondu, mais il n'avait pas tort. Au cours des semaines suivantes, le restaurant est devenu mon point d'ancrage. Je passais mes matinées derrière le comptoir, mes après-midi à faire la sieste à l'auberge et mes nuits à dessiner des modèles dans mon carnet à la lumière tamisée de ma couchette. Pendant mes jours de congé, je m'asseyais dans un parc et je dessinais les tenues des gens, le lin des touristes, les blazers stricts des femmes d'affaires, le chaos superposé des artistes de rue. Le tissu était la seule langue qui m'ait jamais semblé logique. C'était le seul endroit où je pouvais réécrire l'histoire d'un corps, lui donner une armure là où il y avait eu des nerfs à vif. Un soir après la fermeture, je suis resté pour aider Lucas à empiler les chaises.
Il a remarqué le carnet qui dépassait de mon sac. Tu dessines? A-t-il demandé. Je crée des modèles, ai-je répondu. Il a feuilleté les pages et a laissé échapper un sifflement admiratif. C'est toi qui as fait ça? Ça ne ressemble pas à une erreur, Amélie. Le mot erreur a frappé comme une gifle et une étreinte. Je ne lui avais pas dit l'étiquette préférée de mes parents, mais d'une manière ou d'une autre, et avait appuyé pile sur le bleu. Martine a entendu. Du stylisme, hein? Il y a un collège communautaire pas loin d'ici avec un programme de mode. Ma nièce y est allée. Tu devrais te renseigner. L'université semblait impossible, l'argent, le temps, les dossiers de candidature. C'étaient des choses dont s'inquiétaient les enfants avec des filets de sécurité, pas les filles qui comptaient les pourboires en billets froissés. Mais cette nuit-là, j'ai emprunté l'ordinateur de l'auberge et j'ai fait des recherches. Les frais de scolarité, les dates limites, les formulaires de bourse, les exigences. C'était comme regarder un immeuble sans ascenseur et s'entendre dire de s'envoler. Pourtant, j'ai postulé. J'ai écrit un essai sur le fait de grandir comme la mauvaise pièce de puzzle dans une famille à l'image parfaite. J'ai joint des photos de mes créations, la seule preuve que j'avais de pouvoir transformer l'humiliation en quelque chose de portable. J'ai cliqué sur envoyer avec les doigts tremblants, puis je suis allé à ma garde comme si rien n'avait changé. Quelques semaines plus tard, un courriel est arrivé. Je l'ai ouvert dans la salle de pause, les mains grasses à cause des frites. Nous avons le plaisir de vous informer que... J'ai lu la phrase 3 fois. J'avais été accepté avec suffisamment d'aide financière pour que, si je continuais à travailler, je puisse m'en sortir. Lucas a crié si fort que Martine a menacé de le renvoyer s'il ne se calmait pas. Tu es admise, Amé, a-t-il dit en me prenant dans ses bras un court instant. Tu es vraiment en train de le faire. L'université n'a rien arrangé par magie. J'étais toujours la fille qui avait quitté la maison avec 39 € dans un sac à dos. Je partageais toujours une chambre avec des inconnus et je comptais les pièces à la fin de la semaine. Mais pour la première fois, je ne fuyais pas seulement la maison où il m'avait marqué du sceau de l'erreur, je courais vers une vie qui avait de la place pour toutes les parties de moi qu'il n'avait jamais pris la peine de voir. Parfois, pendant le trajet en bus au retour des cours du soir, j'imaginais la version de moi qui était restée à cette table de salle à manger, riant avec les autres de la plaisanterie. Elle paraissait de plus en plus petite chaque fois que je me la représentais, jusqu'à ce qu'elle ne semble presque plus réelle. De l'extérieur, le programme de mode ressemblait à un rêve des mannequins dans le hall, des photos encadrées des anciens gagnants, mais à l'intérieur, c'était un autocuiseur. La moitié de mes camarades de classe avaient grandi avec des cours de couture privés et des parents qui finançaient leur parcours créatif. J'avais un classeur de croquis fait entre deux gardes au restaurant et des chutes de tissu mendiés dans les bacs de déstockage. Le premier jour de critique, j'ai épinglé un blazer déconstruit au mur. Les coutures étaient apparentes exprès. C'était ce qui se rapprochait le plus de ma façon de dessiner ce que l'on ressentait à être en marge d'une famille qui ne m'avait jamais pleinement revendiqué. La professeure l'a étudié, les lèvres pincées. Joli, a-t-elle fini par dire, mais prudent. On dirait que vous avez reculé juste au moment où cela devenait intéressant. Aviez-vous peur d'offenser quelqu'un? La classe a ricané. Prudent. Peur. Offensé. Elle n'avait aucune idée de la précision avec laquelle elle avait nommé la vie qu'on m'avait remise. Cette nuit-là, je me suis endormi sur mon carnet de croquis et j'ai rêvé que j'étais de retour à la table de la salle à manger. Mes créations étaient scotchées au mur. Maman a fait teinter son verre. Voici notre fille, a-t-elle annoncé. Notre deuxième erreur. Papa a pointé du doigt mon travail. 1% de talent, 99% de déception. Je me suis réveillé le cœur battant à tout rompre. Le lendemain, j'ai étalé mes croquis sur une table de la cafétéria, à moitié tenté de les déchirer. Camille s'est installée sur la chaise en face de moi. Je la connaissais de vue, boucle brune, rouge à lèvres rouges, portant toujours un carnet de croquis. On dirait que tu es sur le point d'assassiner ce papier, a-t-elle dit. Ma professeure pense que mes créations sont prudentes, ai-je marmonné. Elle a tort, a dit Camille après avoir feuilleté quelques pages. Elles ne sont pas prudentes. Elles sont furieuses. Tant mieux. Arrête de poncer les angles parce que tu as peur que quelqu'un tressaille. Il n'y avait pas de pitié dans sa voix, seulement un défi. Entre Camille à l'école et Lucas au restaurant, j'avais enfin quelque chose qui ressemblait à un véritable système de soutien. Lucas demandait à voir chaque nouveau croquis.
Camille m'entraînait dans des vernissages et répétait sans cesse une phrase, l'art qui met les gens à l'aise change rarement quoi que ce soit. Au milieu du semestre, le département a annoncé un concours de création à l'échelle de la ville, parrainé par une grande maison de couture. Prix en espèces, stage, presse. L'inscription exigeait une petite collection autour d'un thème. Mes camarades de classe ne parlaient que de tendances. Je suis rentré chez moi et j'ai fixé une page blanche. Je savais quel était mon véritable thème, mais il me semblait dangereux de le dire, même dans ma propre tête, ce que signifie s'entendre dire que l'on est une erreur et vivre quand même. Finalement, j'ai arrêté de faire semblant et je m'y suis plongé. J'ai dessiné des vestes qui ressemblaient à des armures avec des cicatrices de couture délibérées là où d'autres stylistes cacheraient leurs poings. Des robes étaient coupées pour bouger comme quelqu'un s'éloignant d'une maison en feu. J'ai conçu un costume qui semblait impeccable de l'extérieur mais cachait un texte brodé à l'intérieur de la doublure, là où seule la personne qui le portait le sentirait. Chaque fois que je doutais de moi, Camille disait, s'ils sont mal à l'aise, tant mieux. Chaque fois que je voulais abandonner, Lucas me fourrait un gobelet à emporter dans la main et disait, tu n'as pas quitté la maison pour jouer la carte de la prudence maintenant. Ce n'était pas glamour. J'ai cassé des aiguilles, refait des pièces, jonglé avec les gardes et sauté des nuits de sommeil. Mais lentement, la collection a pris forme. La dernière pièce que j'ai terminée était le costume noir. À l'intérieur de la veste, avec un fil métallique là où personne de l'extérieur ne pourrait voir, j'ai brodé 3 mots, pas ton erreur. Quand j'ai noué le dernier fil, mes mains ne s'arrêtaient plus de trembler. Le jour de la remise, j'ai déposé la collection et j'ai fait semblant de ne pas me soucier des résultats. Je me suis dit que le simple fait de finir était une victoire. Mais chaque fois que mon téléphone vibrait après cela, mon cœur faisait un bond. Un mois plus tard, alors que j'enfilais à nouveau une machine récalcitrante dans l'atelier, mon téléphone s'est éclairé avec un numéro de l'indicatif régional de Saint-Cloud, ma ville natale. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Allô ? Ai-je dit. Il y a eu une pause, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Plus grave maintenant, mais incomparable. Ah mais. Ma poitrine s'est serrée. Théo ? C'était mon petit frère, le gamin qu'ils avaient enveloppé dans du papier bulle pendant que j'encaissais les coups. Ouais, a-t-il dit, la voix rauque. J'ai eu ton numéro par tante Agnès. Mon cerveau a passé en revue tous les scénarios. Qu'est-ce qui se passe ? Ai-je demandé. Il a laissé échapper un rire sans joie. C'est grave. Maman et papa, ils ont tout gâché, Amélie. L'entreprise est partie. Vraiment partie. Les dettes. La banque réclame la maison. Les gens devant qui ils se pavoisaient autrefois les ignorent. Je me suis assise sur un tabouret, fixant le tissu entre mes mains. J'ai dit, quel rapport cela a-t-il avec moi ? Il a hésité. Ils ont besoin d'aide. D'une aide réelle. Et tu t'en sors bien, n'est-ce pas ? L'université, le travail, ce truc de stylisme. Les gens n'arrêtent pas de m'envoyer ton travail. Tu es celle dont tout le monde est fier maintenant. L'ironie était si cinglante que j'ai failli rire. L'erreur de la famille était devenue l'adulte fonctionnel pendant que les parents parfaits se noyaient dans leur propre choix. Ils te supplient de revenir, a dit Théo doucement. Ils ont dit qu'ils s'étaient trompés sur ton compte, qu'ils auraient dû mieux te traiter. Ils pensent que tu peux arranger ça. Le silence s'est étiré entre nous. 8 ans plus tôt, ils plaisantaient sur le fait de me déduire de leurs impôts. Maintenant, j'étais soudainement un atout. Ah mais ? A-t-il demandé. Est-ce que tu viendras au moins les écouter, s'il te plaît ? Je ne sais pas quoi faire. J'ai regardé le costume noir suspendu au portant les mots métalliques cachés à l'intérieur de la doublure, pas ton erreur. Pour la première fois, l'étiquette qu'il m'avait donnée n'était plus celle qui comptait. Enfoui sous la vieille blessure, quelque chose de plus froid s'est installé, la certitude que cette fois, c'était moi qui détenais le pouvoir. La question était de savoir ce que j'allais en faire. Je suis retourné à Saint-Cloud comme si je me rendais sur une scène de crime. Plus j'approchais, plus le paysage semblait identique, les stations-service, le panneau publicitaire délavé souhaitant la bienvenue aux visiteurs. Mais ma poitrine se serrait. Je me suis garé à un pâté de maison de la maison de mes parents et j'ai fait le reste à pied, me donnant une dernière chance de faire demi-tour. La maison qui avait été le décor de chaque photo de famille parfaite paraissait plus petite. La pelouse était en friche,
La peinture s'écaillait sur la rampe de la véranda et un avis de saisie était scotché de travers sur la porte d'entrée. Pendant des années, cet endroit avait été leur accessoire préféré. Maintenant, il ressemblait à un décor que personne n'avait pris la peine de démonter après la fin du spectacle. J'ai sonné. Ma mère a ouvert la porte. Pendant une seconde, nous nous sommes simplement regardés. Isabelle avait toujours été méticuleuse, brushing impeccable, maquillage fait avant même de sortir les poubelles. Maintenant, ses cheveux étaient tirés en arrière, son mascara taché sous ses yeux rougis. Amélie, a-t-elle soufflé, comme si mon nom risquait de se briser. Son regard a parcouru ma robe simple, mes bottes éraflées et ma posture qui ne se pliait plus sur commande. Bonjour, maman, ai-je dit. Le mot semblait étrange. Elle s'est effacée. Entre. La maison sentait le renfermer. Les bougies aux agrumes et les odeurs de nourriture coûteuse avaient disparu. Des piles de courriers non ouverts encombraient la console. Une photo encadrée de ce dîner de célébration trônait toujours sur une étagère. J'y étais, flou à l'arrière-plan, à moitié détourné. Mon père se tenait dans le salon, plus mince, sa cravate desserrée, les épaules voûtées. Stéphane avait toujours occupé l'espace. Maintenant, il semblait que la pièce l'engloutissait. « Tu es venu ?» a-t-il dit, comme s'il ne s'y était pas attendu. « Tu l'as demandé ?» ai-je répondu. J'étais curieuse de voir à quoi ressemble la fin du monde de ton côté de la ville. Nous nous sommes assis dans le salon où j'avais autrefois été sermonné sur la gratitude. Théo s'appuyait contre l'encadrement de la porte, plus vieux et plus fatigué qu'un garçon de 19 ans ne devrait l'être. Il m'a adressé un petit sourire coupable. J'ai hoché la tête en retour. Il avait passé l'appel qui comptait. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis l'histoire a jailli, des investissements douteux présentés comme des opportunités, des emprunts contractés pour couvrir des emprunts précédents, de l'argent déplacé pour maintenir l'illusion du succès. L'entreprise de Stéphane saignait depuis des années. Au lieu de réduire la voilure, ils ont redoublé d'efforts. Il y avait des poursuites judiciaires maintenant, et des créanciers. Des amis envoyaient des courriels froids au lieu de félicitations. Nous pensions pouvoir arranger les choses avant que quiconque ne s'en aperçoive, a dit Isabelle, en triturant un mouchoir en papier. Nous arrangeons toujours les choses. Vous l'avez caché, ai-je dit. À tout le monde, y compris à moi. Elle a tressailli. Nous ne voulions pas que tu t'inquiètes. J'ai ri, d'un rire court et sec. Vous n'aviez aucun problème à me laisser m'inquiéter de savoir si j'avais même ma place dans cette famille. Mais bien sûr, protégez-moi des relevés bancaires. Les yeux d'Isabelle se sont remplis de larmes. Nous avons commis des erreurs, a-t-elle chuchoté. Vous n'avez pas commis d'erreur, ai-je dit. Vous m'avez marqué comme tel. Vous m'avez transformé en une blague que vous pouviez raconter au dessert. Stéphane s'est frotté le front. Nous plaisantions, Amélie. Ce soir-là, ça a dérapé, mais nous ne voulions jamais. Vous le pensiez assez pour le dire, ai-je coupé. Vous le pensiez assez pour que les gens vous citent encore. Il a redressé la tête. Comment ça, encore? J'ai hésité, puis j'ai haussé les épaules. Quelqu'un a filmé quand vous m'avez traité d'erreur de la famille. C'est en ligne. Des gens que je n'ai jamais rencontrés vous ont vu rire de votre enfant. La main d'Isabelle a volé vers sa bouche. Non, a-t-elle murmuré. C'était un dîner privé. Rien n'est privé quand on met en scène sa cruauté devant un public, ai-je dit. Le silence est retombé. Théo fixait le tapis. J'ai vu la vidéo l'année dernière, a-t-il murmuré doucement. Je me suis dit qu'elle devait avoir été montée. Je ne voulais pas y croire. La voir comme ça. Il a secoué la tête. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'ai laissé échapper un soupir que je ne savais pas avoir retenu. Tu étais un enfant. Ils étaient les adultes. Je me suis tourné vers mes parents. Voici le problème. Vous parlez de cela comme si vous aviez fait des erreurs et que tout le reste allait bien, mais ceci j'ai désigné la vidéo dans la main de Léa, c'est qui vous êtes quand vous êtes à l'aise. Vous avez transformé votre propre enfant en divertissement. Vous avez vidé mon fonds d'études pour continuer le spectacle. Et maintenant, vous voulez que je vous aide à reconstruire la scène. Les épaules de Stéphane sont tombées. Tu as raison, a-t-il dit lentement. Ses paroles sonnaient comme des graviers. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant?
Est-ce que tu t'en vas et tu laisses Internet nous achever? Ruiner ce qui reste de notre nom? Il disait enfin tout haut ce qu'il pensait tout bas. Il avait plus peur de l'humiliation que de perdre la maison. Pendant un instant, je l'ai imaginé, un fil de discussion où je déballais tous les entretiens, les gros titres, leurs visages affichés sous le mot maltraitant. Ce serait facile. Cela ferait du bien. Et puis ce serait fini. Ils trouveraient encore le moyen de se faire passer pour des victimes dans leur propre histoire. Ce serait trop simple. J'ai dit, si je vous aide, ce ne sera pas pour restaurer ce que vous aviez. Cette version de votre vie est morte. Ce dont nous parlons maintenant, c'est de savoir si vous êtes prêt à vivre avec le genre de responsabilité que vous étiez heureux d'esquiver quand vous étiez au sommet. Léa s'appuyait contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, les observant avec la concentration détachée de quelqu'un qui étudie une étude de cas. Responsabilité, a-t-elle répété. C'est un mot qu'Internet adore. La question est, pouvez-vous le supporter quand il n'y a pas de bouton j'aime ou de bouton partager? Nous sommes retournés au salon, mais les rôles s'étaient inversés. Ce n'étaient plus des parents faisant la leçon à un enfant. Cela ressemblait à une audience, et c'était moi qui posais les questions. Léa était assise sur le bras d'un fauteuil, silencieuse mais présente, comme un témoin. Avant de parler de chiffres, ai-je dit, nous parlons de conditions. Pas financières personnelles. Stéphane a froncé les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous arrêtez d'agir comme si je vous devais ma vie parce que vous m'avez nourri et m'avez donné un toit, ai-je dit. C'est le minimum quand on a un enfant, pas une dette que je dois rembourser. Isabelle a tressailli. Nous n'avons jamais. Vous me le rappeliez chaque fois que je ne me comportais pas comme vous le vouliez, ai-je coupé. Chaque après tout ce que nous faisons pour toi. Chaque histoire sur la façon dont vous avez sacrifié vos rêves à cause de moi. Vous avez transformé mon existence en quelque chose pour lequel j'étais censé m'excuser. La mâchoire de Stéphane s'est serrée. Très bien, a-t-il dit. Tu veux que nous admettions que nous avons mal géré les choses. Nous l'avons fait. Non, ai-je dit. I want you to understand there are conséquences. Si j'aide, ce n'est pas un sauvetage. C'est un contrat. Vous obtenez la survie, pas le statut. Vous vendrez ce que vous pourrez. Vous emménagerez dans quelque chose de plus petit. Vous prendrez des emplois ordinaires. Plus de spectacles. Isabelle m'a fixé. Quel genre d'emploi? Le genre que la plupart des gens occupent, ai-je dit. Commerce, bureau, tout ce que vous pourrez trouver sans mentir. La bouche de Stéphane s'est tordue. Alors, nous sommes censés accepter de n'être plus personne après tout ce que nous avons construit? Vous n'êtes pas personne, ai-je répondu. Vous êtes des gens qui vivent à leur taille réelle au lieu de la version gonflée que vous mettiez en scène. Ce n'est pas une punition. C'est la réalité. Léa a laissé échapper un discret ouais. Isabelle a essuyé ses joues. Et en retour? Je peux couvrir assez de dettes à taux d'intérêt élevés pour vous éviter la rue, ai-je dit. Vous aider à parler à un véritable conseiller financier. Mais seulement sous certaines conditions. Stéphane s'est penché en avant. Nomme-les. Premièrement, ai-je dit, vous présentez des excuses publiques. Pas seulement à moi dans cette pièce aux gens à qui vous avez menti et à qui vous avez emprunté, et à mon sujet spécifiquement. Vous dites mon nom sans faire de plaisanterie, et vous déclarez que vous aviez tort. Les yeux d'Isabelle se sont agrandis. Tu veux que nous nous humilions? Vous l'avez déjà fait, ai-je dit. Je dis que vous arrêtez de prétendre que c'était inoffensif. Stéphane a secoué la tête. Les gens se sont déjà fait une opinion à partir de cette vidéo. À quoi serviraient des excuses? Ce n'est pas pour eux, ai-je répondu. C'est pour la version de vous qui ne se cache pas. Soit vous voulez être différent, soit vous voulez un meilleur masque. Les excuses tracent cette ligne. Isabelle a dégluti. Quoi d'autre? Une thérapie, ai-je dit. Une vraie thérapie, individuelle et ensemble. Et vous ne m'y traînez pas comme un accessoire. Vous y allez parce que vous êtes enfin curieux de savoir pourquoi vous pensiez que traiter votre fille comme une blague était acceptable. Nous ne sommes pas fous, a marmonné Stéphane. Je n'ai pas dit que vous l'étiez, ai-je répondu. Je dis que vous êtes dangereux tant que vous ne vous êtes pas compris vous-même. Vous voulez avoir accès à moi. Vous prouvez que vous n'êtes plus les mêmes personnes que j'ai quittées. Théo a hoché la tête lentement. Cela semble juste, a-t-il dit.
Isabelle m'a regardé, les yeux à vif. Si nous faisons cela, est-ce que nous te retrouvons? Notre fille? J'ai pris une inspiration. Non. Vous ne faites pas ces choses pour m'obtenir comme un prix. Vous les faites parce que c'est le strict minimum. Si, après un long moment, je décide de vous laisser entrer davantage dans ma vie, ce sera mon choix, pas une récompense que vous pouvez encaisser. Ses épaules se sont affaissées. Pour une fois, elle n'a pas discuté. Et si nous disons non? A demandé Stéphane. Si vous ne pouvez pas accepter tout cela, alors vous vivrez avec ce que vous avez construit, ai-je dit. La faillite, la saisie, quoi qu'il arrive ensuite. J'ai géré les retombées de vos choix pendant 17 ans. Vous pouvez gérer les vôtres. L'horloge murale a tic-taqué bruyamment dans le silence. Enfin, Stéphane a expiré. Nous le ferons, a-t-il dit. Si tu nous aides à ne pas finir sans abri, nous ferons le reste. Isabelle a hoché la tête, les larmes coulant. Je m'excuserai, a-t-elle chuchoté. Je ne sais juste pas comment être quelqu'un d'autre que celle que je faisais semblant d'être. Pour ce que ça vaut, a dit Léa, la plupart des gens décents sont juste qui ils sont tout le temps. Vous rattraperez votre retard. J'ai sorti un document plié de mon sac et l'ai posé sur la table basse. C'est un projet d'accord, ai-je dit. Les conditions de base. Je ne donne pas d'argent sur une promesse. Si nous allons de l'avant, ce sera par écrit. Stéphane l'a ramassé, parcourant des yeux les clauses sur le soutien limité, la vente d'actifs de luxe, les déclarations publiques, la thérapie et les limites concernant les contacts. Tu es venu préparer, a-t-il dit, une pointe de surprise dans la voix. Tu es vraiment devenu quelqu'un. Je l'ai toujours été, ai-je dit. C'est juste que vous n'aimiez pas la version qui ne vous mettait pas en valeur. Il a laissé retomber les papiers sur la table. Si nous signons cela et que nous respectons notre part, penses-tu que tu nous pardonneras un jour? Isabelle a retenu sa respiration. J'ai pensé à la fille avec son sac à dos et ses 39 €, au fait de coudre jusqu'à ce que mes doigts soient perclus de crampes parce que je refusais d'être ce qu'il m'avait nommé. Le pardon n'est pas un plan de paiement, ai-je dit. Vous l'obtiendrez peut-être un jour, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas le droit de vous en servir comme monnaie d'échange. Ce que vous obtenez, si vous avez de la chance, c'est une chance d'être de meilleures personnes que vous ne l'avez été. Ce que vous avez déjà perdu, c'est le droit d'écrire mon rôle dans votre histoire. Léa a croisé mon regard et a fait un petit signe de tête. La vengeance, j'ai réalisé, n'avait pas besoin de consister à les détruire d'un seul coup spectaculaire. Elle pouvait ressembler à ceci, un contrat, des lignes claires, une vie où le pouvoir qu'ils détenaient sur moi avait enfin une date d'expiration en noir sur blanc. En fin de compte, ils ont signé. Après quelques appels de dernière minute à des avocats et une crise de nerfs à l'idée d'étaler leur linge sale, le stylo a fini par toucher le papier. Les retombées ont été rapides. Saisie, voiture vendue, le temps partagé en vacances disparu en quelques traits de plume. Ils ont quitté le quartier de Saint-Cloud qu'ils avaient traité comme une scène et ont emménagé dans une petite location à la périphérie de la ville, le genre d'endroit qu'ils décrivaient autrefois comme celui où finissent les gens qui ne prévoient pas l'avenir. Maintenant, c'était eux, ces gens-là. J'ai respecté ma part de l'accord, j'ai payé assez des pires dettes pour leur éviter le tribunal, j'ai engagé un conseiller financier, puis je me suis mis en retrait. Ils ont dû prendre les décisions difficiles eux-mêmes, résilier des services, accepter n'importe quel travail possible, apprendre combien coûtent les courses quand on n'organise pas de fête. Les excuses publiques ont eu lieu dans une salle de centre communautaire qui sentait vaguement l'eau de Javel. Quelques douzaines d'habitants se sont présentés, d'autres ont regardé en ligne. Je les ai suivis en direct depuis mon appartement à Marseille, le costume noir suspendu derrière moi comme une ombre. Isabelle a parlé la première. Il y a des années, a-t-elle dit, j'ai traité ma propre fille d'erreur de la famille. Je pensais être spirituelle. J'étais cruelle. Elle a regardé la caméra. Amélie, je suis désolée. Pas seulement pour ce soir-là, mais pour chaque fois que je me suis servi de toi comme d'une blague. Stéphane a suivi, admettant qu'il avait fait de moi la chute de leur histoire de succès et qu'il avait traité mes sentiments comme des dommages collatéraux. Le fil de discussion s'est rempli de gens doutant d'eux, les félicitant, les traînant dans la boue. Ce bruit n'était pas à moi de le gérer. Les excuses étaient leur point de départ, pas ma conclusion. Pendant que leur vie se rétrécissait, la mienne grandissait.
La collection que j'avais présentée a remporté le 2e prix, assez d'argent pour respirer, et une offre de stage que j'ai transformée en quelque chose de mieux. Grâce à la visibilité du concours, j'ai lancé une petite marque construite autour de ce qui m'avait permis de rester debout, des lignes nettes, des coutures visibles, des messages cachés pour la personne qui les porte. J'ai appelé la première collection 1%. Lucas gérait la logistique, Camille s'occupait de l'image de marque et Léa gérait les réseaux sociaux. Pendant ce temps, mes parents prenaient leur service avec des badges nominatifs. Isabelle pliait des vêtements dans un magasin de milieu de gamme. Stéphane traitait de la paperasse dans un petit bureau. Leur ancien cercle a discrètement cessé de les inviter à quoi que ce soit. Ils n'étaient pas des parias, ils étaient invisibles. Pour 2 personnes qui avaient construit leur identité sur le fait d'être impressionnantes, c'était une punition lente et constante. Le rebondissement est survenu 1 an plus tard lorsque la banque a finalement mis la maison de Saint-Cloud aux enchères. J'ai pris l'avion, je me suis assise au fond de la salle et j'ai levé ma plaquette au bon moment. La maison s'est vendue pour une fraction de ce que mes parents se vantaient autrefois qu'elle valait. L'acte de propriété a fini à mon nom. Tu avais dit que tu ne sauverais pas la maison, a dit Stéphane quand je le leur ai annoncé. Je ne l'ai pas fait, ai-je répondu. J'ai acheté un bâtiment. Ce qu'il devient maintenant est mon choix. Nous l'avons vidé. La salle à manger où il m'avait humilié est devenue un atelier ouvert. À l'étage, les chambres sont devenues de petites salles de classe et des ateliers de travail. En utilisant l'argent du prix et les bénéfices de la marque, j'y ai ouvert une organisation à but non lucratif, des cours de couture, de l'aide pour les portfolios, de petites bourses pour les enfants qui avaient été considérés comme des problèmes, des déchets ou des erreurs. Sur la porte d'entrée, en lettres de métal épurées, nous avons monté une enseigne, le projet pas une erreur. En dessous, un texte plus petit indiquait, pour tous ceux à qui on a dit qu'ils étaient le problème. La première fois que mes parents sont venus, ils se sont tenus sur le trottoir en fixant l'enseigne. Ils avaient demandé s'ils pouvaient voir la maison une dernière fois. Je les ai laissés faire. À l'intérieur, l'endroit était méconnaissable, des chaises dépareillées, des tableaux d'inspiration sur les murs, des adolescents en vêtements de seconde main débattant de palettes de couleurs. Isabelle s'est arrêtée dans ce qui était ma chambre, maintenant bordée de machines à coudre. Une fille aux cheveux violets était penchée sur une veste, la langue tirée de concentration. « Est-ce qu'ils savent tout ?» a demandé Isabelle. « Ils en savent assez, ai-je dit. Ils n'ont pas besoin de mes pires souvenirs pour bénéficier de mes meilleurs choix. » Dans l'ancienne salle à manger, j'avais laissé une chose, le vieux luminaire au plafond. Pas de longue table, pas de place d'honneur, juste un cercle de chaises et un tableau blanc couvert d'idées. Stéphane a regardé autour de lui. « Tu nous as vraiment effacés ?» a-t-il dit. « Non, ai-je répondu. Je vous ai dépassé. Il y a une différence. » Il a dégluti. « Nous essayons, a-t-il dit. La thérapie, le travail. Plus de blagues comme ça. Bien, ai-je répondu. Cela concerne qui vous êtes maintenant. Cet endroit ne vous concerne pas du tout. Nous ne sommes pas une famille proprement guérie. Certains jours de fête, je réponds à leurs appels, d'autres non. La santé de Stéphane n'est pas brillante après tout ce stress. Isabelle déteste la foule, soudain consciente que le téléphone de n'importe quel inconnu pourrait être pointé sur elle. Ils vivent dans un petit appartement, budgétisent leurs factures et guettent les promotions. C'est leur vie. Ils l'ont construite brique par brique. La mienne est bruyante et réelle. Je passe mes journées à ajuster des vestes sur des enfants qui pensaient qu'ils ne mettraient jamais leur nom sur quoi que ce soit qui vaille la peine d'être gardé, et mes nuits à dessiner de nouvelles façons de transformer des mollets en armure. Parfois, quand je ferme la vieille maison à clé, je passe mes doigts sur les lettres en métal de la porte et je me souviens du raclement de ma chaise sur le sol la nuit où je suis parti. Les gens disent que la vengeance consiste à détruire les personnes qui vous ont fait du mal. Pour moi, il s'agissait de détruire la version de moi-même qui avait encore besoin de leur approbation et de construire quelque chose dans lequel ils ne pourraient pas entrer selon leurs propres termes. Alors, je vous laisse avec la question qui vit toujours à la limite de mes pensées, si les personnes qui vous ont brisé se présentaient des années plus tard, en pleurant et en vous suppliant de les sauver, ouvririez-vous la porte? Et si vous le faisiez, selon les règles de qui vivriez-vous enfin?